Rendez-vous métier avec Guillaume Gendron, correspondant en Israël pour Libération. Israël est un État qui borde la côte orientale de la Méditerranée. Le Liban, la Syrie, la Jordanie et l'Égypte sont ses principaux voisins. Après un long mandat britannique, l'État d'Israël devient indépendant en mai 1948. Une indépendance qui se fait grâce au vote du plan de partage de la Palestine le 29 novembre 1947 par l'ONU. Alors, la création d'un État juif et d'un État arabe est annoncée. Durant ces 6 derniers mois de mandat britannique, c'est la guerre civile en Palestine mandataire, la communauté juive et arabe se confrontent. Le 16 mai 1948, on peut lire dans les journaux « State of Israel is born ». David Ben-Gourion en devient le Premier ministre. Les pays voisins refusent de reconnaître l'État hébreu et c'est le début des conflits israélo-arabes. Après de nombreuses pertes essuyées de chaque côté, 700 000 Palestiniens partent en exode et Israël annexe 77% de l'ancienne Palestine mandataire. Parallèlement, le conflit israélo-palestinien fait rage aujourd'hui encore, caractérisé par le sentiment national palestinien qui n'a jamais vu la création d'un État palestinien. Aujourd'hui, lorsqu'on fait référence à la Palestine, on parle de la Cisjordanie à l'est de l'État, séparée par un mur, et on fait aussi référence à la bande de Gaza, au sud d'Israël. Politiquement, ces territoires sont occupés par l'État hébreu. Pour faire très simple, je suis rentré à Libération en 2014. J'ai couvert beaucoup de choses à Libération avant que ce poste n'advienne. Donc moi, parmi les choses un peu importantes que j'ai fait, j'ai couvert l'élection présidentielle euh, d'Emmanuel Macron. Pendant l'élection américaine, la première, donc celle de 2016, où Trump a été élu, j'avais été envoyé spécial en Floride pour suivre principalement les Trumpistes. J'avais fait aussi beaucoup de reportages sur le Brexit à une époque, au moment du vote, donc avant le vote du Brexit. Donc voilà, j'avais une sorte de tropisme à la fois politique et aussi international, mais vraiment axé sur le monde anglo-saxon, ce qui est lié à ma formation, parce qu'en fait, moi, j'ai donc un master de journalisme, mais j'ai aussi un master de civilisation américaine que j'ai fait à King's College à Londres en 2006. Donc c'est vrai que moi, ma formation vraiment à la fois universitaire et journalistique était axée sur le monde en britannique et américain. Et en fait, il y a eu un moment à Libération, donc c'était aux alentours de 2007, il y a eu une volonté de rouvrir des bureaux parce que pendant longtemps, on avait fermé tous nos bureaux pendant à peu près 10 ans et on ne fonctionnait qu'avec des pigistes. Donc en 2007, c'était Johan Hufnagel à l'époque, qui était le rédacteur en chef, a voulu rouvrir des bureaux, avoir des correspondants permanents. Et les quatre premières destinations qu'il a ouvert, c'était Londres, New York, Berlin et donc Tel Aviv. Et pas Jérusalem, j'y reviendrai plus tard, ce qui est par ailleurs assez presque iconoclaste. Et moi, j'avais candidaté pour le poste à New York. Et finalement, j'étais bien placé, je ne l'ai pas eu, et on m'a dit en fait, c'est parce qu'on préférait au poste à Tel Aviv. Je dis, c'est un peu bizarre de m'envoyer moi, sachant que je n'ai pas un focus Moyen-Orient. Et ils m'ont dit, c'est justement ce qu'on recherche. Il y avait l'idée qu'ils cherchaient un œil neuf. Euh, il y avait aussi l'idée de renouveler la pratique du journalisme là-bas, d'où l'idée de me mettre à Tel Aviv, et peut-être d'avoir une couverture qui était peut-être plus économique et sociale de la société israélienne, et peut-être moins sur le conflit, parce qu'à l'époque, on considérait que le conflit était un peu au point mort. C'était 2017, donc il n'y a pas... Il n'y a pas vraiment de... La dernière intifada en date, c'est l'intifada des couteaux en 2015. La dernière guerre, c'est Gaza en 2014. Donc 2017, c'est considéré comme un peu un creux. Euh, voilà. Bon, ça, c'était un peu la feuille de route non dite, mais qui était un peu dans le fait d'être à Tel Aviv. Je ne l'ai pas suivi, pour être honnête. Moi, je suis arrivé à Tel Aviv, mais de là, j'ai bougé partout. Je suis allé en Cisjordanie. Ça ne m'a été pas interdit, hein, par ailleurs, mais c'est vrai que je suis beaucoup allé en Cisjordanie. Je suis beaucoup allé à Gaza quand c'était possible.
J'ai essayé aussi d'aller dans des tas de coins en Israël qui sont généralement ignorés ou peu traités, donc c'est-à-dire le Negev, qui est la partie désertique au sud, ou alors la Galilée, qui est la partie dans le nord vers le Liban et qui est principalement peuplée de ce qu'on appelle des Arabes israéliens ou des Palestiniens d'Israël. Enfin, le terme est politique en soi, hein, donc on peut y revenir. Euh, donc voilà, donc c'était un peu ça l'opportunité qui s'est présentée. Pourquoi j'ai accepté? Parce que j'avais tout simplement vraiment envie de faire de la correspondance à l'étranger et que je trouvais qu'il y avait un peu un défi dans l'idée de prendre ce sujet, enfin qui est voilà tout le monde universellement réputé comme étant un des plus compliqués et un des plus passionnants journalistiquement. Moi, j'ai fait la blague à mon entretien pour avoir le poste, j'ai dit c'est un peu comme faire le niveau boss dans un jeu vidéo, quoi. On se dit si on se casse pas trop la gueule en couvrant Israël-Palestine, on est pas mal, quoi. Donc voilà, c'était ça l'idée. Et donc le journal m'a proposé ça, enfin en tout cas m'a fait passer un entretien que j'ai eu en mars. Et j'ai eu à peu près 6 mois pour me préparer. Donc j'ai fait un premier voyage là-bas pour prendre contact avec le pays dans lequel je n'étais jamais allé. Puis après, j'ai eu 6 mois pour voilà, lire, interviewer des gens, déjà faire des rencontres, commencer à me faire un peu un réseau avant de m'installer en octobre 2017. Et je suis reparti en décembre 2020. C'est des trucs bêtes, mais c'est vrai qu'en fait, quand on lit ou même quand on pense connaître, il y a deux, je dirais qu'il y a non, il y a plus que ça. Il y a les réalités politiques et les réalités sociales auxquelles on n'est pas forcément préparé. Et ensuite, il y a les réalités géographiques. Je vais peut-être commencer par les réalités géographiques parce que c'est peut-être le plus simple. Il y a déjà le fait que c'est un territoire qui est très petit, qui est minuscule en fait. Et qu'en fait, par exemple, Tel Aviv, Jérusalem en voiture, c'est 1 heure quand ça roule mal sur l'autoroute. Tel Aviv, Ramallah, c'est 1 heure et demie, voire 2 heures si on a des problèmes au checkpoint, mais c'est 45 minutes la nuit. Donc, ce qui me permettait, par exemple, de faire un dîner avec des copains à Ramallah et de revenir dormir chez moi à Tel Aviv dans la même soirée. Donc, de passer des réalités, mais complètement différentes, en 1 heure, quoi. Euh, Même chose, moi, quand j'ai couvert la marche du retour, donc, qui était ce mouvement palestinien à Gaza, où en gros la population se massait le long des barbelés face aux snipers israéliens, eh bien moi j'y suis allé plusieurs fois et au début j'y suis allé en train. Parce que pour aller au barbelé, il fallait aller à la ville d'Ashkelon et c'est à 40 minutes en train de Tel Aviv. Euh, et on peut littéralement faire Israël d'un bout à l'autre. Par exemple, on peut partir voilà, de la frontière libanaise ou du Golan et aller jusqu'à Tel Aviv en 4 heures, quoi. Même pas 3 heures et demie. Après, c'est vrai que pour aller tout au bout, à Eilat, dans le Negev, il faut à peu près 6 heures de route. Mais bref, tout ça pour dire que c'est un territoire qui est minuscule. Et en fait, j'en avais parlé avec Benjamin Barth, qui est vraiment un peu la référence, qui est un journaliste du Monde, qui est aujourd'hui le journaliste du Monde au Liban, qui couvre tout le Moyen-Orient, mais qui a longtemps été basé à Ramallah et qui a couvert les territoires palestiniens. Et lui, il disait, je fais de l'information locale, en fait. Je peux tout faire comme un localier avec ma bagnole, faire mon reportage le matin, l'écrire l'après-midi. Donc ça, c'est un truc auquel on n'est pas forcément préparé. Cette espèce de territoire extrêmement ramassé, mais en même temps extrêmement divers. C'est-à-dire que les paysages changent tous les 10 kilomètres. Les villes sont des bulles, en fait. C'est-à-dire qu'on dit que Tel Aviv est une bulle, ce qui est vrai, c'est une bulle laïque, fêtarde, occidentale, etc. Mais en même temps, Jérusalem est une bulle religieuse. Bnei Brak, qui est collé à Tel Aviv, est une bulle ultra-orthodoxe. Et ensuite, Nazareth, par exemple, qui est un petit peu plus haut, est une bulle arabe au milieu d'Israël. Donc, c'est un territoire de bulles, mais qui est extrêmement facile d'accès parce que les distances sont courtes. Donc ça, c'est le premier point. Et le second point, c'est les réalités sociales et politiques. On vient avec cette idée qu'en fait, il y a deux entités, Israël et la Palestine, ou les territoires palestiniens occupés. Et en fait, il y en a soit trois, soit qu'une, en fait, d'entité.
Si Ah oui. on se dit il y en a trois, parce qu'en fait, Gaza et la Cisjordanie sont aujourd'hui tellement étanches l'une à l'autre. C'est tellement difficile de rentrer dans Gaza, alors que c'est tellement facile de rentrer en Cisjordanie, etc., que c'est presque deux réalités complètement différentes. La réalité du blocus est vraiment une réalité à part. Même politiquement, hein, donc on le sait, la Cisjordanie est sous le contrôle de l'autorité palestinienne. Euh, Gaza est sous le contrôle du Hamas depuis 2007. Donc, c'est même des réalités politiques qui n'ont rien à voir. Mais en même temps, c'est pour ça que je dis que c'est soit 3, soit un. Ce qu'on réalise, et c'est ça qui frotte avec un petit peu le catéchisme qu'on a quand on lit les livres de géopolitique, où on se dit, voilà, solution à deux États, même si le processus de paix est à l'arrêt, qui est en devenir, il n'y a plus aujourd'hui deux États. En fait, il y a Israël, donc les Israéliens, qui ont le contrôle du territoire de la mer au Jourdain. La Cisjordanie est vraiment truffée de colonies quasiment partout. Il y a peut-être qu'au nord, aux alentours de Jénine, où il y a eu un démantèlement et où les colonies ne sont pas revenues, où on peut se dire qu'on est dans une Palestine non colonisée, même si elle est sous le joug de l'armée, mais en tout cas, où du moins la colonisation est moins visible. Mais ensuite, partout où on va en Palestine, on voit des colonies partout. Quand on est sur la route, même les routes elles-mêmes, hein, ça a été beaucoup dit, mais sont construites pour relier les colonies entre elles, ne sont pas construites pour amener les Palestiniens à leur village. Donc même la manière de rouler est extrêmement politique. Et donc en fait, cette réalité territoriale et donc la facilité d'ailleurs de se rendre en Cisjordanie pour les colons, mais aussi pour les journalistes, fait qu'en fait, comme je le disais, je peux être à Tel Aviv chez moi le matin à 9h, dans ma petite bulle occidentale, et s'il faut faire un reportage dans un village où il y a des émeutes, j'y suis en 1 heure. Libération ne va pas publier un article par jour sur le conflit. Moi, je suis considéré comme quelqu'un qui en faisait beaucoup, et j'en faisais à peu près 3 par semaine, sachant que c'était variable en fait, les formats étaient très variables, ça allait de l'analyse diplomatique au reportage, jusqu'au long papier magazine qui pouvait des fois être un papier sur la culture ou sur la gastronomie. Voilà, c'était très large. J'avais aussi un truc qu'on avait instauré et qui m'a beaucoup plu. J'avais une chronique hebdomadaire qui s'appelait d'abord Hébreu dit donc, et qui était en gros un insolite vu dans la vie de tous les jours. En gros, ou pas forcément un insolite, mais plutôt quelque chose qui allait à l'encontre des idées reçues. Donc, je faisais ça 1 fois par semaine. Et ensuite, on a poussé le concept, on a fait un truc qui s'appelait Terre Promise. C'était chaque semaine, j'allais dans un lieu et je racontais ce que je disais, l'idée de bulle, et je racontais pourquoi c'était une bulle et pourquoi cet endroit était particulièrement euh, spécifique et différent. Et ça, par contre, je le faisais autant en Israël que dans les territoires palestiniens occupés. Donc voilà, les formats étaient très variés, mais ouais, la moyenne, je dirais que c'était 2-3 articles par semaine. Moi, je pense que tous mes papiers couvraient le conflit israélo-palestinien, en fait. Et que même quand on parle de la société israélienne, on couvre le conflit israélo-palestinien. Même quand on fait un article sur les falafels, on couvre le conflit israélien. Quand on fait un article sur l'électro-palestinienne, on couvre le conflit israélo-palestinien. Parce que la situation là-bas, le conflit est partout. Tant qu'il y a une occupation d'un peuple sur un autre, une domination d'un peuple sur un autre, forcément tout est politique en fait, tout est politisé. Et surtout, il y a des histoires partout, par ailleurs. C'est ce qu'on disait avec un collègue, c'est-à-dire qu'en Israël, tu retournes une pierre, il y a un sujet. Et souvent, ce sujet est lié à l'occupation. Mais moi, en tout cas, le truc que je n'ai pas fait et que je ne pouvais pas faire, c'est cette idée que couvrir un conflit, c'est forcément voir des morts et voir de la guerre et voir du sang. Je l'ai vu, par exemple, quand il y a eu la marche du retour à Gaza. Oui, j'étais là pendant les manifestations où les gens étaient snipés. Oui, j'ai fait un dossier de 4 pages en une de Libé sur les estropiés de la marche du retour à Gaza.
Mais pour moi, mon travail ne se résume pas à ça. Et en fait, j'avoue que je me retrouve plus dans un travail de correspondant où on prend une région et on la traite pendant plusieurs années, autant dans ces moments calmes que ces moments de violence, plutôt que cette idée qu'en gros, de reporter de guerre, que la zone a de l'intérêt que si il y a du sang, en fait. Ça s'explique par deux choses. Tout simplement qu'avant que je sois nommé, comme je l'ai dit, on n'avait pas des correspondants staff, on n'avait pas des permanents, on avait deux pigistes. On avait un pigiste à Ramallah et on avait euh, on avait un pigiste à Tel Aviv et une pigiste à Ramallah. Quand j'ai fusionné les deux rôles, mais l'idée était voilà, que je m'installe à Tel Aviv pour prendre un petit peu la suite du correspondant d'Israël, euh, tout en continuant de traiter les territoires palestiniens. Comme je l'ai dit, il y avait aussi un peu une idée d'essayer de traiter aussi Israël sur le versant économique, les startups, etc. À l'époque, on avait un cahier qui s'appelait Écofutur, etc. Donc, il y avait aussi une idée de, voilà, d'alimenter un peu tout ce qui était l'angle startup, nouvelle économie. Euh, voilà. Et moi, je m'étais dit au début, bon, bah, je vais voir si Tel Aviv, ça me convient, et sinon, je déménagerai à Jérusalem. Et au final, j'étais bien dans cette idée d'être à Tel Aviv et de me dire, je suis obligé de sortir pour avoir l'info. Euh, Parce que je trouve que quand on est à Jérusalem, on peut avoir la tentation de se dire je suis au cœur du conflit, j'ai pas besoin d'aller voir ailleurs. Alors que Jérusalem est une réalité très très spécifique. Euh, donc il y avait ça. Il y a ensuite, bon voilà, la qualité de vie aussi à Tel Aviv était évidemment un facteur. Et puis moi, pour préciser, j'ai vécu 1 an et demi à Tel Aviv, mais ensuite l'autre année et demie que j'ai vécu là-bas, j'étais à Jaffa. Et Jaffa, c'est très particulier parce que c'est à majorité arabe, qui est rattachée à Tel Aviv, qui est au sud de la ville. Donc elle fait officiellement partie de Tel Aviv. D'ailleurs, le nom complet de Tel Aviv, c'est Tel Aviv-Jaffa. Mais Jaffa, c'est une réalité tout autre. C'est un des rares endroits d'Israël où il y a une vraie mixité judéo-arabe. Et j'avoue que moi, ne serait-ce que pour ma santé mentale et ma foi dans l'être humain, j'avais besoin de ça. J'avais besoin d'être dans cet endroit-là. Je ne dirais pas que tout allait bien dans le meilleur des mondes à Jaffa, hein, parce que c'est évidemment des réalités politiques qui sont extrêmement complexes. Mais du moins, il y avait une espèce de coexistence plus ou moins facile, plus ou moins réussie, mais qui avait le mérite d'exister. Et ça me plaisait plutôt, quoi. Il est clair que aujourd'hui, et notamment on le voit, c'est reflété quand même par les partis qui sont au pouvoir en Israël, et notamment le Likoud de Benjamin Netanyahou. Euh, il y a une rhétorique populiste anti-presse et anti-gauchisme, avec des guillemets, mais c'est les termes qui sont employés là-bas. Là-bas, le terme smolanim, qui veut dire les gauchistes, c'est vraiment une insulte. C'est-à-dire que là-bas, personne ne veut être de gauche. Et vraiment, le mot en politique smola, c'est la honte, quoi. Donc même le parti de travailliste là-bas ne veut surtout pas être qualifié de gauchiste. Euh, et donc, il y a une espèce d'amalgame entre les journalistes sont des gauchistes, sont des ennemis d'Israël. C'est à la fois vrai pour une grande partie des journalistes locaux, sauf évidemment ceux qui bossent pour les journaux de droite nationalistes, et ils existent. Mais c'est vrai que pour les journalistes, par exemple des publications comme Haaretz, qui est sans doute la plus connue à l'étranger, mais qui en fait est une publication très minoritaire en Israël. Haaretz, c'est un peu l'équivalent c'est un mix entre Libé avec le lectorat de l'humanité, quoi. Euh, mais qui a un grand rayonnement à l'étranger et qui, par contre, là-bas est considéré presque comme un repère de traîtres et d'emmerdeurs quand on veut être gentil, quoi. Ensuite, oui, les journalistes étrangers, c'est encore un cas particulier. On est largement considérés, de la même manière que les humanitaires, comme on va dire, des privilégiés de mauvaise foi qui sont venus empêcher les Israéliens d'avoir une vie normale et qu'en gros, on passe leur temps à leur rappeler que les Palestiniens existent et de la même manière, on est dérangeant, on les emmerde et puis surtout, il y a toujours cette espèce de suspicion que
On est là parce que fondamentalement, on n'aime pas Israël, on ne veut pas qu'Israël réussisse. Donc, on nous demande tout le temps des gages un petit peu d'allégeance et des gages comme s'il fallait prouver en fait qu'on ne voulait pas la destruction d'Israël, ce qui est quand même dingue. Et il y a toujours cette suspicion d'antisémitisme. Dès qu'on émet une moindre critique ou qu'on remet en cause un peu le discours officiel nationaliste. Donc oui, effectivement, c'est pas évident. Alors, à Tel Aviv, c'est quand même très différent, parce qu'à Tel Aviv, on va dire que c'est un peu l'enclave de gauche en Israël. Et la plupart des gens, enfin la plupart, beaucoup de gens qui sont à Tel Aviv vont justement partager nos idées. C'est aussi pour ça que c'est pas inintéressant d'y vivre, pour un peu se reposer mentalement et de ne pas avoir l'impression d'être tout le temps entouré de gens qui veulent vous insulter. La population franco-israélienne mais extrêmement à droite. C'est quasiment la population parmi ce qu'ils appellent les olim, donc les immigrés, les récemment immigrés, les gens qui ont fait l'Alia, c'est-à-dire qui vivaient dans un autre pays et qui ont décidé, du fait d'être juifs, de demander la citoyenneté israélienne. Ces gens-là, français, aujourd'hui, sont extrêmement nationalistes et de droite. Et ils sont de droite à la fois sur l'échiquier israélien et sur l'échiquier français. Et du coup, quand on est journaliste, très rapidement, ça peut virer au pugilat et ça peut virer à des débats qui ne sont pas toujours très intéressants et que moi, je les avais assez dans mon travail pour ne pas vouloir me les infliger au quotidien. Pour faire simple, Libé m'a toujours appuyé sur tout, c'est-à-dire que j'ai jamais été censuré. Toutes mes idées de papier ont été acceptées, ou alors celles qui n'ont pas été acceptées, c'est parce que le papier n'était pas forcément intéressant, mais voilà, j'ai pas été censuré dans ce que j'écrivais. Donc ça, c'est quand même important de le rappeler. Après, oui, effectivement, quand on est donc un journaliste français aujourd'hui travaillant sur Israël-Palestine, on est scruté. On est scruté à la fois par toute une sphère pro-israélienne extrêmement active, extrêmement organisée, qui a des arguments qui sont les arguments de ce qu'on appelle la hasbara, qui est la propagande israélienne. D'ailleurs, le terme hasbara veut dire l'illumination, l'explication en hébreu. Et c'est intéressant parce qu'en fait, c'est les mêmes techniques que ce que aujourd'hui tente de faire une certaine extrême droite qui parle de réinformation, avec toujours cette idée qu'en fait, ce n'est pas une opinion, c'est une volonté d'expliquer que le journaliste a mal compris, voire que le journaliste a menti. Donc il y a toujours ça. Et donc en fait, on sait que nos articles vont être relus. Alors déjà, il faut aussi préciser que avoir une carte de presse en Israël, c'est vraiment pas évident. Et un titre de séjour par ailleurs. C'est-à-dire que quand on est journaliste, le titre de séjour pour vivre en Israël, le visa, est lié à l'obtention de la carte de presse israélienne. La carte de presse israélienne nous est donnée par un organisme qui s'appelle le GPO, le Government Press Office, qui est directement rattaché au bureau du Premier ministre israélien. Et donc on a vu, moi, pendant les 3 ans où j'étais, un nombre d'obstacles rajoutés au fur et à mesure pour obtenir la carte de presse israélienne se rajouter mois après mois. Sachant que, étant un correspondant permanent staff d'un grand quotidien français, je n'ai pas été le premier visé par ça. Moi, je n'ai pas eu de difficulté à avoir ma carte de presse. Par contre, la plupart de mes amis, même je dirais l'intégralité de mes amis qui étaient des pigistes ou des freelances, ont eu énormément de difficultés à avoir la carte de presse israélienne et certains même n'ont pas été renouvelés et ont été obligés de partir ou du moins d'écourter le séjour qu'ils voulaient faire parce que ça devenait beaucoup trop compliqué pour se faire renouveler sa carte. Donc il y a déjà ça. Et cet organe, le GPO, a des francophones, même je crois qu'ils sont 2, qui sont payés tous les matins pour faire une revue de presse des articles publiés en France sur Israël. Ils sont relus, ils sont stabilotés et parfois ils nous appellent pour nous faire des remarques. Donc ça, c'est le versant officiel institutionnel, sachant que dans les remarques, ils ne menacent jamais de nous sucrer le visa, mais ils insistent assez pour nous mettre le doute ou pour nous déstabiliser et pour entrer dans des débats. Moi, je me rappelle, ils m'avaient appelé parce qu'à un moment, ils ne voulaient plus qu'on utilise le terme palestinien pour parler des territoires occupés. C'était au moment où il y avait des velléités d'annexion en Cisjordanie, donc ça remonte à l'an dernier,
c'était en 2020. Et donc, en fait, ils étaient en train d'un petit peu pousser les journaux à changer leur vocabulaire et pour parler de la zone C qu'ils voulaient annexer, parce qu'en fait, la Cisjordanie est divisée en 3 zones. La zone A, la zone B, la zone C. La zone A, c'est les villes palestiniennes. La zone B, c'est grosso modo les villages et ce qui est autour des villes palestiniennes. Et la zone C, c'est tout ce qui est terres agricoles, désert, routes et colonies palestiniennes. Colonies israéliennes, pardon, et colonies israéliennes. Sachant que la zone C, c'est un gros tiers de la Cisjordanie. Et donc, il y avait une grosse poussée, notamment, c'était une des promesses de campagne de Benjamin Netanyahou, d'annexer la zone C. Et donc, ils étaient en train de réécrire un petit peu les accords d'Oslo en disant que la zone C était certes un territoire occupé, mais qu'elle n'appartenait entre guillemets à personne. Et que ce n'était pas un territoire palestinien parce que la Palestine n'avait jamais existé, qu'avant c'était la Jordanie, et que donc écrire que la zone C était un territoire palestinien occupé, c'était un mensonge, c'était de l'activisme. Et donc ils nous appelaient, ils essayaient vraiment de nous convaincre et de nous mettre un peu la pression en nous envoyant des documents juridiques, des analyses des accords d'Oslo pour nous dire non, non, vous vous trompez, vous n'êtes pas factuel. Nous on répondait, bah, écoutez, on emploie le vocabulaire de l'ONU et du Quai d'Orsay. Ils disaient oui, mais nous, ça ne nous convient pas. Et ils avaient quand même réussi à convaincre le New York Times et le Wall Street Journal d'adapter leur vocabulaire. Donc, c'était une vraie pression quand même. Donc, ça, c'était une pression, je dirais, gouvernementale, étatique qui existait. Ensuite, il y a une pression qui est voilà, par des groupes organisés. Donc, il y a plusieurs sites en France. Je ne vais pas les citer pour leur faire de la pub, parce que la dernière fois que j'ai fait ça, ils ont refait un article sur moi. Donc, quelque part, je ne veux pas remettre une pièce dans le jukebox, mais c'est assez facile de l'identifier. Il y a des personnalités sur Twitter qui relayent le contenu de ces sites. Et en gros, ces sites, sous couvert de faire en soi-disant fact-checking de nos articles, en fait, avancent une thèse extrêmement pro-israélienne, qui en fait est toujours une reformulation des éléments de langage ben voilà, de l'État d'Israël ou des politiques locaux. Et en fait, ça instrumentalise des campagnes de harcèlement sur les réseaux sociaux. Avec ben, voilà, les menaces qu'on peut imaginer, les torrents d'insultes. Et donc, ça agrège toute une petite machine. Et en fait, le truc qui est désagréable au final, c'est que ça peut vraiment, bon, ça peut atteindre mentalement, mais moi, ce qui m'embêtait beaucoup, c'est que par exemple aujourd'hui, si on tape mon nom dans Google, dans les 3 résultats, dans les 10 premiers résultats, il y a 3 résultats qui sont des articles de ces gens-là où je me fais calomnier de manière assez abjecte, quoi. On sous-entend que je suis un antisémite, on sous-entend que je ne suis pas professionnel, que je ne sais pas faire mon travail, etc., quoi. Donc c'est quand même assez violent et c'est assez unique. À Israël-Palestine, même si effectivement, moi je sais que j'ai des collègues en Turquie qui connaissent le même genre de phénomène. On sait que maintenant la Chine est aussi beaucoup là-dessus, sur cette stratégie voilà, d'attaquer les gens, notamment les journalistes qui peuvent critiquer ou du moins challenger le récit national. Donc c'est quelque chose qui est en train de s'étendre. Mais en tout cas, en Israël-Palestine, on est vraiment dans le laboratoire de ce genre de technique, quoi. Ben, ouais, en fait, on peut des fois être attaqué par des activistes pro-palestiniens, ça existe, hein, mais en fait, c'est beaucoup plus rare, pour être honnête. Euh, Même s'il y aura toujours, évidemment, un mec pro-palestinien extrêmement obtus qui va nous reprocher, par exemple, si on fait un papier sur un film israélien, on va nous dire ah, vous n'avez rien d'autre à foutre, pourquoi vous ne parlez pas du conflit alors qu'on a fait 50 articles sur le conflit avant, quoi. Donc ça existe. Mais disons, cette côté systématique, de manière organisée et de manière vraiment très... voilà, les articles, en plus, ils sont bien faits, quoi. Ils sont longs, on voit qu'ils prennent le temps. Moi, je l'ai vraiment vécu que du côté pro-israélien. Et d'ailleurs, c'est vraiment un truc qui est intéressant, c'est qu'ils défendent ces sites, que je répète, sont des sites basés en France et faits par des Français. Ils défendent une conception d'Israël et un ethno-nationalisme qui n'est pas partagé par tous les Israéliens, en fait. C'est ça qui est vraiment qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, pour des tas de raisons dont je pense qu'on n'aura pas le temps d'en parler ici, mais la communauté juive française, hélas,
est extrêmement pro-israélienne, et elle est même plus que pro-israélienne, elle est pro-Likoud, elle est pro-Netanyahou. Et du coup, elle est incapable de nuance. Et c'est vrai que souvent, quand on discute avec des Israéliens, ils sont bien plus nuancés, des Israéliens non francophones, hein, vraiment, ils sont bien plus nuancés que les nouveaux arrivants français qui sont dans un... Ouais, ils sont presque dans une guerre ouverte avec les journalistes ou avec n'importe quelle personne qui va émettre une critique ou qui va, même des fois, je me rappelle, je me faisais agonir d'insultes juste pour avoir écrit le mot palestinien. Et on avait des gens qui me disaient, mais ça n'existe pas la Palestine. On en était revenu là, alors que quand même, dans les années 90, il y avait quand même eu un vrai progrès dans la psyché israélienne, qui était au moins d'accepter que même s'il y avait un désaccord et un conflit, le peuple palestinien existait, n'était pas une invention. Et en fait, là, on revenait à ce genre de débat, à nous dire non, les Palestiniens n'existent pas, ce sont juste des Arabes terroristes, ils n'ont rien à foutre là. Enfin, on en était revenu là, quoi. Donc voilà, moi, c'est des choses qui m'ont, je dirais, plus surpris que choqué. Les Je anciens, me ils n'ont pas souviens. vécu les choses de la même manière. Alors, Charles Anderlin est vraiment un cas à part parce que lui, il a eu des campagnes de presse d'une violence qui n'a pas Ouais. été atteinte pour qui que ce soit d'autre, en fait. Et encore aujourd'hui, le mot Charles Anderlin, chez certains Israéliens, c'est presque comme évoquer le diable. Enfin, c'est assez délirant, mais c'est vrai. Parce que voilà, c'est la polémique Mohamed Al-Doura, qui était cet enfant qui a été tué à Gaza dans un échange de tirs entre l'armée israélienne et les miliciens palestiniens à l'époque. C'était en 2000, je ne veux pas dire de bêtises, je pense que c'était en 2001 ou en 2002. L'affaire Mohamed Al-Doura est le nom donné à la polémique qui a suivi la diffusion d'un reportage de Charles Anderlin sur France 2. Mohamed était un enfant palestinien âgé de 12 ans. Il a été tué par balle pendant un échange de tirs dans la bande de Gaza entre les forces de sécurité palestiniennes et l'armée israélienne au début de la seconde intifada dans les années 2000. C'était devenu une image mondiale et c'était devenu aussi une image iconique pour les Palestiniens. Il a été accusé d'avoir truqué, etc. Et il a eu des procès, enfin il a été en procès avec les gens qui l'avaient diffamé. Enfin, ça lui a vraiment pourri la vie pendant longtemps. Mais donc, je ne peux pas du tout me comparer à ça. Moi, je n'ai pas du tout connu. Sa campagne. Voilà, j'ai pas connu ça. Moi, les conseils que j'ai eus, ben, par exemple, moi, j'en avais discuté avec le correspondant, donc pas Benjamin Barthes, mais le correspondant qui était à la même époque que moi du Monde, qui s'appelait Piotr Smolar, qui aussi, lui, était très, très attaqué, qui vraiment était aussi une cible pour eux. Et lui avait cette position qui était, il faut absolument pas rentrer dans le jeu. Donc, on ne répond pas. On fait comme si ça n'existait pas, on ignore, on met le filtre Twitter pour pas voir les commentaires, on ne répond pas aux attaques des blogs, on fait comme si ça n'existait pas. Moi, je sais pas si j'ai fait l'erreur, mais en tout cas au début, j'ai dit, bah non, moi je vais essayer de rentrer dans le débat, je vais argumenter, je vais leur répondre, je vais leur expliquer ma méthodologie, parce que voilà, c'est aussi à moi de convaincre et je ne me considère pas sur un piédestal. Donc j'étais assez dans le débat au début, mais quand j'ai vu la violence des attaques personnelles et en fait surtout la mauvaise foi, je dirais au bout d'un an, j'ai cessé d'être dans le débat et j'ai décidé largement d'ignorer ces critiques, quoi. Oui, oui, forcément, elle se crée parce que le territoire est petit, comme je l'ai dit, parce que mine de rien, souvent aussi, euh, c'est, ça peut être compliqué aussi de se faire des relations en Israël-Palestine. On a des amis, hein, évidemment, moi j'ai des amis israéliens, j'ai des amis palestiniens, mais déjà, outre le fait déjà que c'est compliqué de réunir les deux en même temps, ça c'est déjà un vrai problème, ce qui fait que des fois on a l'impression d'être schizophrène. Quand on fait un dîner à Tel Aviv un soir et un dîner à Ramallah le lendemain, c'est une impression bizarre. Euh, et, euh, et aussi le fait qu'en fait, on a des fois envie d'avoir des gens avec qui on peut décompenser sans être tout le temps en train de se situer par rapport à ce qui se passe sur place. Et les seules personnes avec qui on peut le faire sont des personnes qui ne sont pas d'ici. Donc, nos camarades journalistes ou des camarades qui viennent des Nations Unies. Et donc, c'est vrai que ça devient nos cercles, même si c'est très dangereux. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont écrit là-dessus, que ça fait des bulles de filtre où les journalistes ne se voient qu'entre journalistes, etc. Et c'était pour ça que pour moi, Tel Aviv était important, parce que ça me permettait de ne pas être trop dans la bulle.
parce que du coup, la bulle journalistique expatriée, elle est vraiment à Jérusalem. Et ils ont leurs enfants aux mêmes écoles, ils vivent dans les mêmes quartiers, etc. C'est vrai que c'est très, très fort. Moi, à Tel Aviv, j'y étais moins. Mais en même temps, évidemment, j'avais des contacts avec eux. Et puis, effectivement, quand on part sur des gros événements comme voilà, des heurts à Gaza ou quand il y a le déménagement de l'ambassade à Jérusalem ou quand il y a une élection, bon, on se retrouve tous. Quoi, enfin, on connaît tout ça quand on est journaliste. Quand il y a un événement, on voit toujours la même personne qui bosse sur la même rubrique pour le journal concurrent. Et, euh, et moi, j'étais assez content de voir qu'il y avait un vrai esprit d'entraide et de camaraderie d'ailleurs. Les gens se passaient volontiers les contacts, se passaient volontiers les tuyaux. C'était quand même, il y avait une vraie entraide. Je pense aussi du fait que le terrain soit compliqué, favoriser cette entraide entre nous, quoi. À Tel Aviv ou même à Jérusalem, non, la plupart des gens répondent. Moi, je me rappelle quand je faisais des espèces de petits micro-trottoirs un petit peu pour parler aux gens au moment des élections, les gens parlaient assez facilement. Par contre, après, oui, il y a des publics qui sont très, très, très rétifs aux journalistes. Donc, il y a les religieux, donc les ultra-orthodoxes ont pas forcément envie de parler aux journalistes, ils sont quand même très insulaires. Euh, D'ailleurs, ils détestent surtout les journalistes israéliens, c'est marrant. Les ultra-orthodoxes se considèrent comme les boucs émissaires du système médiatique israélien, donc ils ont vraiment une vraie défiance par rapport aux journalistes et surtout aux journalistes de télé. Ils ont l'impression d'être filmés comme des animaux de zoo, quoi. Donc les ultra-orthodoxes ont une vraie méfiance vis-à-vis des journalistes. Ensuite, oui, il y a les colons. Les colons sont souvent pas évidents à approcher, même si c'est possible. Hein, et là encore, il ne faut pas généraliser, mais c'est vrai qu'il y a des colonies qui sont très extrémistes où c'est quasiment impossible de rentrer, quoi. Ou alors, il faut avoir arrangé des contacts avec le leader de la communauté 3 jours à l'avance, etc. Mais on ne peut pas se pointer comme ça. Il y a certaines colonies, on ne peut pas s'y pointer comme ça du jour au lendemain. Euh, il y en a d'autres où on peut un peu plus, mais voilà, c'est pas évident. Et c'est pareil côté palestinien. Moi, ce qui m'a vraiment marqué du côté palestinien, notamment en Cisjordanie, c'est qu'il y a une vraie lassitude vis-à-vis des journalistes. Beaucoup de Palestiniens sont très amers vis-à-vis du rôle des journalistes et des ONG, trouvent qu'en fait, ça n'a rien fait, ça n'a rien changé pour leur réalité. Et ils ont toujours un peu l'impression qu'en gros, on vient faire du misérabilisme sur leur dos et puis ensuite on reprend un avion. Et donc, il y a, je ne dirais pas qu'il y a une défiance, mais il y a une vraie lassitude. Et c'est aussi un des endroits, les Palestiniens, on a l'impression que c'est un des rares endroits du monde où tout le monde a été interviewé au moins une fois dans sa vie, quoi. Ou alors à un parent qui a été interviewé. Enfin, ils ont vraiment été labourés par les médias. Et aujourd'hui, je crois qu'ils se sentent un peu épuisés de ça. Donc, ça peut aussi fabriquer de la résistance, des fois, de la contrainte. Ouais, après, moi, je vais dire des banalités, hein, mais je pense que l'objectivité est très compliquée. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est l'honnêteté. Et que voilà, un journaliste parfaitement neutre, c'est un robot. Et ça, c'est pas possible. On est des êtres humains. Après, je pense que ce qu'il faut être, notamment sur ce conflit, il faut être honnête. Il ne faut pas cacher des choses. Il ne faut pas chercher à minorer. Mais de l'autre côté, il ne faut pas être misérabiliste ou manichéen. Voilà, il faut remettre les choses dans leur contexte. Euh, et donc, ouais, moi, je me suis toujours efforcé de le faire. Mais après, c'est vrai que l'idée aujourd'hui de dire, oui, les Israéliens et les Palestiniens, il y a deux camps qui se disputent. Non, c'est pas ça. Aujourd'hui, clairement, euh, les Israéliens dominent les Palestiniens dans tous les aspects de leur vie et dans tout, à la fois sur le plan politique, sur le plan du contrôle du territoire, sur le plan de l'exercice des droits et de la liberté de mouvement. Enfin, voilà. Et donc ça, on ne peut pas dire aujourd'hui, oui, si seulement ils arrivaient à faire la paix tous les deux. Non, c'est pas ça. Aujourd'hui, clairement, il y a une situation de domination avec les Israéliens qui finalement se sont accommodés du statu quo. Quand je dis les Israéliens, je parle vraiment du pays. Je ne parle pas des Israéliens de manière individuelle, même si la majorité des Israéliens aujourd'hui considèrent que le conflit est managé et qu'il n'y a pas besoin de remettre en cause l'occupation parce que la situation sécuritaire actuellement est plutôt bonne. Mais voilà, en tout cas, aujourd'hui, les dirigeants israéliens ne sont pas dans une recherche de solution au conflit.
Et donc, on est dans une solution ouais, d'une forme de colonialisme, ou tout simplement d'une forme assez unique, en fait, quand on regarde le reste du monde, où voilà, il y a une population de quasiment, je crois, 7 millions d'habitants qui est contrôlée par une autre population qui en fait à peu près 9, quoi. Et donc ça, c'est pas de la partialité que de le dire, c'est juste la réalité des faits. Il y a une durée de vie limitée obligatoirement parce que au-delà de 5 ans, quel que soit le travail, hein, qu'on soit journaliste, ingénieur, ce qu'on veut, sauf dérogation spéciale, on ne peut pas être en Israël sans devenir citoyen. Et pour devenir citoyen en Israël, il faut être juif. Enfin, c'est la loi. Ou alors, il faut avoir des permis de séjour parce qu'on a épousé un ou une israélienne, etc. Donc, la plupart des journalistes, moi j'en connais qui ont fait vraiment le maximum qu'ils pouvaient faire, comme Piotr Smolar par exemple, ils ne font pas plus de 5 ans. Ça s'arrête à 5. Euh, Moi, je suis rentré pour un mélange de trucs bêtement administratifs, qui était en fait mon statut administratif en France. C'était un peu compliqué. C'était pour faire des économies pour le journal. J'étais un travailleur détaché et non un expatrié. Ça permettait de payer, je crois, moins de cotisations. Et ce statut arrive à son terme au bout de 3 ans. Donc, c'était la raison administrative. Et après, la raison personnelle, c'est qu'il y avait une réorganisation au journal dont j'avais envie de faire partie. Donc, ça me donnait envie de rentrer aussi. Moi, déjà, c'est la rencontre avec un territoire et un paysage. Moi, il y a des paysages absolument sublimes dans le désert dont je me suis parmi. Les rencontres. euh, ouais, moi, je pense, par exemple, il y a une petite bande d'amis que je me suis fait euh, à Ramallah, qui sont des jeunes Palestiniens très progressistes, extrêmement érudits, extrêmement tolérants et qui défendent une espèce de vision envers et contre tout, ouais, de recherche de la paix, mais aussi de recherche d'une certaine justice, etc. Et je me rappelle de dîner avec ces personnes où j'étais très heureux de partager ces moments avec eux. Euh, mais de la même manière, à Tel Aviv, j'ai rencontré voilà, des activistes israéliens extrêmement courageux. C'était pareil, je pense par exemple à un mec qui s'appelle Yehuda Shaul de Breaking the Silence, qui est un ancien lieutenant de. Non, je ne sais pas s'il était lieutenant, mais en tout cas, c'était un gradé en commandant de l'armée israélienne et qui aujourd'hui est un des principaux activistes pacifistes en Israël, et qui est une espèce de gros bonhomme avec son énorme barbe, toujours en sandales, en tongs, et qui passe juste sa vie à essayer d'éclairer les gens, à vous embarquer en camionnette pour vous faire rencontrer des Palestiniens au fin fond d'un village dans les collines au sud d'Hébron où il n'y a même pas l'eau, pour vous les faire rencontrer, les faire témoigner et voir voilà, ce mec qui en fait est dédié à sa cause H24. C'était assez beau. Mais de la même manière, moi je me rappelle, j'ai été assez ému quand je suis allé dans un kibbutz où Bernie Sanders, le candidat à l'élection présidentielle américaine, était allé pendant 6 mois quand il était jeune. Et j'ai retrouvé un mec qui était au kibbutz à l'époque, donc un espèce de vieux collectiviste de 75 ans avec qui j'ai mangé au réfectoire à la cantine, comme il a fait tous les jours de sa vie. Et voilà, et qui me parlait de ses idéaux, de l'Israël de l'époque, voilà, cette espèce d'utopie de gauche, égalitariste, etc., qui clairement n'a pas marché. Mais voilà, c'était une très belle rencontre, c'était vraiment un moment très sympa. Donc il y en a plein, là, j'aurais du mal à identifier un moment précis, mais c'était aussi ça qui était vraiment passionnant là-bas, c'est que on faisait vraiment des rencontres à chaque fois qui étaient assez exceptionnelles. De la même manière, le fixeur, et je pense qu'il faudrait vraiment parler de l'importance des fixeurs, notamment dans le journalisme, dans les zones compliquées comme ça. Le fixeur que j'avais à Gaza est vraiment devenu un copain, et c'est une personne, voilà, que je suis vraiment content d'avoir rencontré. Donc, au-delà du fait qu'il m'a aidé à faire des articles de qualité, quoi, mais vraiment en termes humainement, quoi. Donc, oui, bah, énormément de rencontres très positives. C'est ce que j'ai écrit un billet au moment de mon départ.
Et j'avais conclu sur ça, j'avais conclu qu'en fait, moi, ce qui me restera, c'est ces personnes qui croient toujours à la paix des deux côtés, qui ont souvent beaucoup d'humour, parce qu'il en faut. Vu la tristesse de la situation, il faut avoir énormément d'humour, énormément d'espoir. Et du coup, ça fait effectivement j'aime pas cette expression, mais ouais, des belles personnes, quoi. C'est vraiment le cas. Oui, je suis content d'entendre Guillaume parce que qu'il nous apporte des nouvelles fraîches de là-bas. Parce que moi, la dernière fois que je suis allé en Israël, c'était en 84. Donc, c'était un peu différent. Le conflit, bon, conflit, pour moi, c'était un conflit religieux. C'était la première fois que je couvrais du Vietnam après avoir passé pendant 3 ans au Vietnam pendant la guerre. L'Israël, c'était mon deuxième conflit. Donc, c'était un conflit complètement différent parce que le conflit, la guerre du Vietnam, c'était une guerre de position, tandis qu'en Israël, la guerre d'Israël, c'était un peu de partout. Je pense que c'est pareil. Actuellement, c'est la même chose. Vous m'entendez? Oui. Oui, d'accord. Et j'ai entendu brièvement ce que disait Guillaume là depuis 5 minutes, et ça rejoint tout à fait ce que je pensais moi d'Israël. Et on avait beaucoup de contacts avec, parce que je travaillais beaucoup pour la télévision canadienne aussi bien anglophone que francophone. Et on avait beaucoup de contacts aussi avec les Palestiniens, et le mouvement israélien de paix n'existait pas beaucoup à cette époque. Ouais. C'était surtout les Israéliens étaient surtout des fanatiques qui continuaient, qui voulaient, comment ça s'appelle, éliminer les Palestiniens. Et, cela dit, les années 80, c'est un peu le début quand même du camp de la paix, quoi. Parce qu'il y avait quand même le début de l'opposition à la guerre au Liban. Ça oui. commençait. Après, c'est vrai que l'hégémonie du camp de la paix, c'est les années 90. Et moi, ce que j'ai connu, c'est l'effritement du camp de la paix. C'est-à-dire que les gens qui, dans les années 80, que tu as dû rencontrer, qui étaient dans la défense des Palestiniens ou tout simplement dans une recherche de solutions, sont aujourd'hui des gens qui ont 70 ou 80 ans, qui ont perdu, entre guillemets, qui ont clairement perdu dans le débat, et notamment après la mort de Yitzhak Rabin, quoi. Ouais, En fait, oui. c'est ça qu'on voit, c'est que le camp de la paix ce sont des septuagénaires déçus, et qu'aujourd'hui la jeunesse va vers les partis de droite. Et ça, c'est un truc moi qui m'a pas mal attristé, quoi. Alors évidemment, il y a toujours une jeunesse qui est là pour la recherche de la paix, défendre les Palestiniens, mais elle est extrêmement minoritaire, alors que ce mouvement était quasiment devenu majoritaire dans les années 90. Mais là, le retour de Berlin a été très violent, quoi. Ouais, je crois que c'est la mort de Rabin qui a quand même freiné ce mouvement aussi. Ouais, clairement, la mort de Rabin, puis la deuxième intifada. Moi, le truc que j'ai retenu aussi, et c'est ça, je pense que il faut le dire, quand on parlait d'être impartial, il faut aussi dire quand les Palestiniens ont fait des erreurs. Et clairement, la deuxième intifada a été une erreur. Même moi, j'ai vu le neveu d'Isaac Rabin le concède, que ce n'était pas une bonne idée de militariser l'intifada. Et clairement, en fait, ça a détruit, je dirais, pour au moins 2 générations, la confiance d'un peuple envers l'autre, et notamment des Israéliens vers les Palestiniens. C'est-à-dire que les Israéliens vous diront, ceux qui ont une trentaine d'années, ou une quarantaine d'années et plus, non, mais dans les années 90, on était prêts, quoi. On était prêts à tenter quelque chose, et puis derrière, on a eu les bombes dans les bus, on a eu les bombes dans les boîtes de nuit, et maintenant, c'est fini, quoi. On ne pourra plus jamais leur faire confiance. Et c'est terrible, parce que quand on y pense, ça remonte à 20 ans, donc c'était pas hier. Et on leur dit, bon, entre-temps, il y a de l'eau qui est passée sous les ponts. Mahmoud Abbas, malgré tous les défauts, il est probablement assez corrompu, il est plutôt autocratique, mais en tout cas, sur le côté la lutte contre le terrorisme, il a fait plus que n'importe quel autre dirigeant palestinien. Il y a quasiment plus d'attentats, il y a quasiment plus d'attentats de masse en Israël. Il n'y en a pas eu depuis une fusillade en 2017. C'est devenu extrêmement rare. Alors, il y a quand même toujours des assassinats d'Israéliens par des Palestiniens. Je crois qu'il y en a eu un en 2020 et
3 ou 4 en 2019, ce qui est quand même très peu. Enfin, on n'a qu'à comparer notre situation en France, par exemple. Notre situation sécuritaire en France est presque pire, quoi, entre Oui, bien guillemets. sûr. Et, et donc, effectivement, les Israéliens aujourd'hui sont dans ce truc-là où leur situation sécuritaire devrait leur permettre intellectuellement de se dire on redonne une chance au dialogue avec les Palestiniens, mais la cicatrice de la deuxième intifada fait qu'ils sont absolument prêts à franchir ce cap. Et moi, c'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Je voulais te poser une question. Lorsque Sadat est venu en Israël, j'étais présent, donc, je couvrais l'événement. Est-ce qu'actuellement, on pourrait avoir la même chose? Est-ce que tu penses? Non, la preuve, Sisi n'est jamais venu en Israël. Et quand Netanyahou va en Égypte, c'est pas arrivé depuis un petit moment, ça se fait de manière très secrète. Donc, il y a ce qu'on appelle une paix froide avec l'Égypte. Après, ça, c'est un truc un peu géopolitique, mais c'est vrai que là, l'évolution vraiment nouvelle et intéressante pendant ma mandature là-bas, ça a été la normalisation avec les pays du Golfe. Les accords d'Abraham sont 2 traités de paix entre Israël et les Émirats arabes unis et entre Israël et Bahreïn. Ils sont signés le 15 septembre 2020 à la Maison-Blanche à Washington, accompagnés d'une déclaration tripartite signée aussi par le président américain en tant que témoin. Ils ont été rejoints ensuite par le Soudan, le Maroc et le Kosovo. Et effectivement, le fait qu'Israël a officialisé ses relations avec les Émirats arabes unis, il devrait y avoir normalement, dans les mois qui viennent, une visite officielle de Netanyahou à Abu Dhabi, ce qui serait quand même dingue. Voilà, il y a eu la même chose avec Bahreïn. Ils ont réchauffé les liens avec le Maroc aussi. C'est pas impossible d'imaginer que Netanyahou se rende au Maroc. Alors, ce sera peut-être pas tout de suite, mais dans un futur à 2-3 ans, c'est possible. Et ça, effectivement, ça change quand même un petit peu la donne. Parce qu'en fait, on est dans un monde, le Moyen-Orient est un monde post-printemps arabe, où en gros, tout le Golfe a décidé de faire un axe anti-frères musulmans avec Israël. Et donc, quelque part, Israël s'est fait normaliser parce que ils se sont trouvés les mêmes ennemis, qui sont les islamistes et aussi les démocrates. C'est ça qui est un peu triste, c'est que dans le lot, tous ceux qui veulent de la démocratie dans les pays arabes autour d'Israël sont dans le viseur maintenant des pays du Golfe qui veulent maintenir la monarchie et leur prébande. Et donc, quelque part, ce contexte a énormément favorisé l'acceptation d'Israël dans la région. Et donc, par rapport à ce que tu disais, oui, je pense que même l'Arabie Saoudite, ça pourrait être le nouveau moment Sadat. Voilà. Après, on n'a pas le temps de rentrer dans les détails. Il y a la question que, voilà, en Arabie Saoudite, il y a Mohamed Ben Salman, qui est le prince héritier, qui est très pro-israélien, mais son père, lui, reste encore très attaché à la cause palestinienne. Donc, on verra ce qui se passe à la mort du roi. Mais quelque part, c'est un moment qui est très douloureux pour les Palestiniens, parce qu'en fait, les Palestiniens ont vraiment réalisé que leur cause nationale a longtemps été pour les pays arabes, en fait, presque un prétexte. Et que là, en fait, ils décident d'abandonner la cause, quoi. Et donc, c'est ça aussi qui rend extrêmement compliqué l'idée d'une solution au conflit. C'est qu'aujourd'hui, les Palestiniens n'ont même plus la carte de la solidarité arabe à jouer, quoi. Ben justement, il n'en reste rien. L'OLP, c'est vrai que c'est un peu le truc qui est... Parce qu'en fait, l'OLP existe encore officiellement, mais aujourd'hui, le pouvoir, il est dans l'autorité palestinienne. Et l'autorité palestinienne, en fait, c'est tellement rabougri, n'est jamais devenu l'État que ça devait être, que je ne sais plus qui disait que l'autorité palestinienne aujourd'hui, c'est une préfecture. Hein. C'est la préfecture de Ramallah, quoi. Ça gère les flics dans la région de Ramallah et d'Hébron et de Naplouse. Ça gère le ramassage des poubelles. Et puis basta. Le reste, c'est l'occupation israélienne qui domine le territoire. Et l'OLP, qui était donc évidemment, à l'époque où les dirigeants palestiniens étaient en exil, avaient un vrai poids, mais maintenant, ils ne sont plus en exil, les dirigeants palestiniens, à part peut-être ceux du Hamas.
Non, mais moi, je les ai connus avant qu'ils partent en exil. Tous enfermés dans Ramallah et ils sont... Pardon? J'ai pas entendu. Je disais, moi, je les ai connus avant qu'ils partent en exil en Tunisie, par exemple. Oui, c'est ça. Oui, oui. J'ai eu la chance de rencontrer Arafat dans les territoires occupés. J'ai eu la chance de le rencontrer au Liban aussi. Ouais, mais Arafat était déjà au Liban et en Jordanie, quoi. Déjà à l'époque. Ouais. Il était plus en Cisjordanie, ni même à Gaza. Mais oui, c'est vrai que aujourd'hui, la situation pour les Palestiniens, c'est qu'ils sont quand même dans une impasse. Et qu'il faut qu'ils se réinventent. Et notamment, il y a beaucoup de jeunes Palestiniens, ceux dont je parlais, là, les jeunes intellectuels palestiniens avec qui je communiquais pas mal, qui appellent à une refonte de l'OLP, voire même à dire on abandonne l'idée d'autorité palestinienne, on la dissout, on laisse les clés aux Israéliens, puisque de toute façon, qu'on le veuille ou non, ils décident de nos vies. Donc on arrête de faire semblant. Et on revient à l'OLP, à cette idée d'un grand mouvement transnational qui inclut à la fois les exilés, les Palestiniens de Gaza, les Palestiniens de Cisjordanie. Et on refait une grande mouvance démocratique plutôt que cette espèce de ce qu'est Mahmoud Abbas aujourd'hui, qui est un petit président autocrate d'un pays qui n'existe pas, quoi. Et donc c'est vrai qu'il y a une vraie réflexion aujourd'hui autour de comment ramener l'OLP à ce qu'elle était avant, et à lui redonner du souffle et du poids. Moi, personnellement, mon analyse, c'est que ça paraît très, très mal barré. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui est aussi une des réalités qu'on ne perçoit pas avant d'y être. Mine de rien, l'autorité palestinienne a amené une stabilité sécuritaire en Cisjordanie, couplée à, je ne dirais pas une prospérité, mais du moins une amélioration des conditions de vie, qui fait qu'aujourd'hui, les Palestiniens sont pas forcément prêts, la grande majorité, à lâcher leur vie de tous les jours pour repartir dans la lutte nationale. C'est une grande victoire des Israéliens, c'est d'avoir calmé les aspirations nationales palestiniennes par en fait le consumérisme et par voilà une espèce de loquet sécuritaire en partenariat avec l'autorité palestinienne, qui fait qu'aujourd'hui les Palestiniens, même s'ils le voulaient, ils auraient énormément de mal à se révolter, et je suis même pas sûr qu'ils le veulent tous. Donc c'est ça qui est compliqué aujourd'hui. Oui, toutes les expériences changent une personne. Moi, c'est une évidence que c'était mon premier poste à l'étranger, donc forcément, déjà, on est exposé à des cultures qu'on connaissait mal. Moi, par exemple, la culture juive, je la connaissais mal. Donc maintenant, je suis incollable sur les différentes fêtes juives. Je sais faire la différence entre Pessa et Purim, entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Voilà. Donc ça, c'est quand même, ça change une personne. De la même manière, voilà, j'ai découvert la culture palestinienne et même, on pourrait dire, la culture levantine de manière plus large. Et après, oui, je pense qu'aussi, c'est ce qu'on se disait au début, c'est qu'en fait, on touche un sujet tellement épineux qu'on sait que chaque mot va être scruté. Donc, en tant que journaliste, en fait, on apprend vraiment le poids des mots. Enfin, on le connaît déjà, mais là, on le saisit de manière assez claire. Il y a une responsabilité dans ce qu'on fait, dans la manière dont on couvre le conflit qui est importante. Cette recherche dont on parlait d'honnêteté à tout prix aussi, qui là est exacerbée. En fait, on ne peut pas faire de papier léger là-bas. Donc forcément, ouais, ça vous change, ça vous fait progresser. Je ne dis pas qu'on y arrive toujours, hein. Je pense que j'ai fait des erreurs, évidemment, comme tous. Mais en tout cas, ouais, je pense qu'en tant que journaliste, ça a été une expérience ouais, qui se compare à pas beaucoup d'autres, quoi. Non, le journal Libération se réorganise. D'ailleurs, c'est l'ironie quand même. Je ne sais pas si vous avez suivi, pas forcément, mais en gros, il y a un nouveau directeur de la rédaction à Libération qui a remplacé Laurent Geoffrin, qui s'appelle Dov Alfon, qui est un Israélien, franco-israélien, qui était avant en charge du journal Haaretz, qui est le grand journal de la gauche israélienne. Donc c'est un peu l'ironie qui est que je rentre en France pour bosser pour un patron israélien, franco-israélien, il faut le dire. Et par ailleurs, lui, aujourd'hui, est totalement tourné vers la France. Il y habite d'ailleurs depuis quand même pas mal de temps. Mais voilà, donc c'est assez ironique. Et dans cette réorganisation du journal, hélas, il a été décidé
dans un premier temps, parce qu'on a des coûts budgétaires assez importants à faire, de ne pas renouveler les postes de correspondants permanents pour le moment. Ça va peut-être changer, mais pour le moment, on ne les renouvelle pas. Donc, en fait, j'ai été remplacé par des pigistes. Donc, je suis revenu au fonctionnement qu'il y avait avant moi. Donc, il y a une pigiste qui s'appelle Alice Foussard, qui est très douée, qui est à Ramallah. Un copain à moi qui est, lui, côté israélien, qui s'appelle Pierre-Simon Assouline. Euh, et donc, ils se répartissent le travail et donc, ils reprennent le travail là où je l'avais laissé. Moi, je les ai briefés plus sur le ton du journal, voilà. Et puis après, ils connaissent Libération, par ailleurs, hein. Et ils ont lu aussi ce que j'ai fait, donc je pense que la continuité va se faire comme ça. Mais non, je n'ai pas formé mon successeur parce que mes successeurs, c'était des gens qui étaient déjà sur place et à qui j'ai confié le bébé en partant. Moi, bien sûr, par la force des choses, j'ai énormément changé parce que mes premiers reportages se passaient au Vietnam pendant la guerre. J'y suis resté 3 ans. Au bout d'1 an, j'étais pris en otage pendant 4 mois. J'ai été blessé plusieurs fois. Donc, quand on a déjà physiquement et mentalement ces épreuves, on est obligé de réagir d'une façon différente. On voit les choses avec plus de recul, par exemple. J'allais dire, on est peut-être plus sage. Parce qu'on est passé, enfin, personnellement, je suis passé très très près de l'au-delà par mes blessures. Donc, on voit les choses différentes. Et puis, après, j'ai couvert énormément de conflits parce que j'ai peut-être 80% de mes reportages se passaient en zone de guerre. Donc, après, on prend une certaine habitude et même après, on aime aller en zone de guerre. Et ce qui était ironique, c'est que lorsque je partais, ma femme me disait « amuse-toi bien ». Et elle savait très bien où j'allais, mais elle me disait « amuse-toi bien » parce qu'elle savait que dans ce genre de situation, ben, j'étais heureux. Mais pourquoi j'étais heureux? Je ne veux pas j'arrive pas à savoir pourquoi. C'est justement ce que disait Guillaume, on apprend plein de choses. On apprend des nouvelles civilisations, on apprend des gens qu'on rencontre. Parce qu'en zone de guerre, c'est quand même c'est un petit peu tendu. Donc, on se confie peut-être plus avec les gens ou les gens se confient plus à nous. Donc, on a une situation privilégiée parce qu'on est sur le terrain et en tant que journaliste, à mon époque, peut-être moins avec l'époque actuelle, on avait quand même une certaine possibilité de ne pas être d'avoir une certaine immunité, quoi. Oui, vous n'étiez pas visé dans les conflits, les journalistes. Comment? Vous étiez moins visé qu'aujourd'hui dans les conflits, les journalistes. Exactement, on pouvait... Ouais. Bon, moi, par exemple, d'Israël, j'allais au Liban avec l'ONU parce que c'était interdit, on ne pouvait pas le faire. Il aurait fallu prendre l'avion, aller à Chypre et puis après au Liban. Bon, on pouvait faire, même si c'est un peu risqué, parce qu'après, par exemple, je me suis fait attraper à Tyr par des palais. C'était le début du Hezbollah, parce que moi, j'ai connu la naissance du Hezbollah au Liban. Ouais. Et bon, pendant une journée, on a été, toute l'équipe, on nous a séparés, on nous a mis dans des grottes près de Tyr. Bon, c'était un petit peu chaud, mais on arrivait quand même à passer d'un côté et de l'autre. C'était assez facile. Tandis que maintenant, je pense que c'est beaucoup plus difficile. Puis maintenant, les journalistes deviennent une cible souvent. Et après, ça, c'est vrai qu'en Israël-Palestine, il faut quand même le préciser, on n'est pas une cible, les journalistes. On peut quand même circuler aisément. Le seul endroit qui est compliqué d'accès, c'est Gaza, parce que il faut avoir des autorisations, un peu plus d'autorisations. Mais moi, j'ai pu aller à Gaza quand même régulièrement. Et à Gaza, j'ai pas été dans des situations où j'ai été menacé. Par contre, on était surveillé. C'est-à-dire qu'on avait un garde-chiourme du Hamas devant l'hôtel ou devant l'appartement où on était. On devait tamponner des papiers tout le temps
du Hamas et on n'avait pas le droit de se balader tout seul dans la rue, quoi. Il fallait qu'on soit avec le fixeur. Alors on le faisait quand même des fois de se balader tout seul dans la rue, mais pas longtemps, quoi. Et on le faisait dans des quartiers assez identifiés. Mais non, moi je veux quand même préciser ça. Israël-Palestine aujourd'hui, pour un journaliste, c'est un terrain qui est quand même plutôt aisé parce que on est assez peu en danger aujourd'hui, il faut être honnête. On est assez peu menacé. Voilà, c'est absolument incomparable avec des territoires comme la Syrie voisine, quoi. Enfin, je veux dire, ça n'a absolument rien à voir. Donc je pense que ça, c'est important de le dire, quoi, et de le souligner. Et moi, je ne prétends pas du tout avoir une expérience de correspondant de guerre, par exemple. J'ai fait, alors pas beaucoup pour être honnête, parce qu'on avait plutôt des correspondants, mais j'ai fait un peu de reportage en Jordanie, notamment à un moment où il y avait un peu des tensions autour des velléités d'annexion. Donc je suis allé en Jordanie, qui était d'ailleurs très intéressant de traverser la frontière enfin la frontière du coup qui est tenue par les Israéliens, mais la frontière qui est entre la Cisjordanie et Sur le la pont. Jordanie, c'est assez intéressant. Je suis allé en Égypte aussi, mais en Égypte, c'était plus pour faire. À la base, j'étais allé en vacances, hein, pour être tout à fait honnête, en Égypte, parce que j'avais envie d'expérimenter. Il y a un vol, un avion qui fait Tel Aviv, Le Caire, mais qui est presque un avion secret. C'est rigolo. Non, mais je l'ai pris celui-là. Ouais, mais en fait, on peut acheter les billets qu'en cash dans un seul bureau à Tel Aviv. Il n'y a pas marqué Le Caire sur les panneaux d'affichage à l'aéroport. Enfin, bref, je l'ai fait et je me suis trouvé à écrire au Caire un papier sur, en gros, les fêtes militantes au Caire, enfin, en gros, les derniers endroits où on peut parler politique et boire des coups au Caire. Si on veut traiter du Moyen-Orient, il ne faut pas être en Israël parce que c'est une île en fait, Israël. On ne peut pas traverser vers le Liban, on peut pas aller en Syrie. Jordanie, bon, c'est pas génial. Donc c'est sûr qu'il vaut mieux être à Beyrouth, quoi, si on veut couvrir le Moyen-Orient, parce qu'on a tout simplement plus de liberté de mouvement. Après, ce qui va être intéressant de voir, c'est si avec ces accords de normalisation qui vont été du coup signés avec les Émirats arabes unis, si Israël se désenclave à l'intérieur du monde arabe. Parce que maintenant, on peut prendre un avion directement de Tel Aviv à Dubaï, et de Dubaï, on peut rayonner absolument sur toute la région. Donc ça va peut-être changer un peu les pratiques journalistiques. Mais c'est vrai que de manière générale, quand on est correspondant à Jérusalem ou correspondant en Israël, on ne fait pas les pays arabes autour, quoi. Et aussi parce que la réalité israélo-palestinienne est tellement particulière, elle ne s'applique pas beaucoup aux autres pays, quoi. C'est pas un grand ensemble. Je dirais, non, ce qui est quand même vraiment important là-bas, que je donnerais comme conseil, c'est que, et ça revient à la question sur l'impartialité, c'est que on peut avoir une opinion là-bas, mais il ne faut pas chercher à faire du journalisme militant. Il faut vraiment chercher à faire du journalisme vraiment de base, où on va vraiment parler à tout le monde et tout. Où on cherche pas. Moi, je sais qu'il y a des gens que je connais, ils veulent pas parler aux colons, par exemple, ou ils veulent parler aux colons le moins possible. Mais c'est dommage, parce que les colons, ils font partie de la réalité. Et leur parler, voir leur complexité, voir leur idéologie, ça nous aide à comprendre. Donc je pense qu'il faut le faire de la même manière qu'il faut parler aux gens du Hamas, qu'il faut parler aux gens du djihad islamique, il faut parler aux islamistes. Voilà. Donc il ne faut pas y aller avec des œillères. Et en même temps, il ne faut pas y aller en disant soit je vais défendre un narratif, en se disant ah, les Israéliens, quand même, on les critique beaucoup trop, je vais essayer de les rééquilibrer, ou se dire ah, les Palestiniens, qu'est-ce qu'ils souffrent, je vais y aller pour écrire sur la réalité des Palestiniens. Je pense qu'il ne faut pas y aller comme ça. Il faut y aller en se disant c'est un territoire, il y a des faits, je vais les prendre les uns après les autres, je vais faire mes interviews et à la fin, je vais faire le reflet le plus fidèle possible de la réalité. Et des fois, ce reflet fidèle va être perçu comme étant ce que tu disais, pas neutre. Il ne sera pas neutre ton reflet de la réalité parce que forcément, tu as vu des choses, tu as vécu des choses. Mais il ne faut pas partir avec une idée préconçue. Et je trouve que le problème, et c'est vrai pour tout, mais surtout en Israël-Palestine, beaucoup de gens viennent avec une idée préconçue, avec un angle, avec un message. Et je trouve que ce n'est pas la bonne manière d'aborder cet endroit. Non, après ça, c'est vrai que c'est des blagues entre collègues.
c'est pas que des blagues d'ailleurs. Moi, j'ai eu un collègue, il a eu 2-3 moments où il a eu clairement, lui, ce qu'il décrit comme des intrusions dans son domicile et qu'il n'arrivait pas à expliquer, où il n'y avait rien qui avait été volé, il n'y avait pas eu de traces et ça le rendait paranoïaque. C'est possible. Hein. Moi, je me rappelle, il y a eu un jour aussi où j'ai été invité à faire un briefing avec un ponte de l'armée en Cisjordanie. Et le briefing était tellement bizarre et ils avaient une telle insistance à vouloir me prendre mon téléphone que je me suis fait une parano et je dis non, non, moi, je préfère le laisser dans la voiture, faire ma double tour que de vous donner mon téléphone. Je ne sais pas ce qu'ils en auraient fait. Tu vois ce que je veux dire? Je ne peux pas dire qu'ils allaient aspirer les données ou je ne sais pas quoi. J'en ai aucune idée. Et je pense qu'ils ont les moyens de le faire de toute façon. Mais c'est vrai qu'il y a une petite ambiance de parano ambiante parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les Israéliens sont un petit peu une des nations leaders en cybersécurité. Enfin, c'est pas du tout un mystère. Une question, est-ce qu'il y a toujours la censure si on veut envoyer des... Ouais. Alors la censure militaire existe toujours. Ouais. Mais pour être honnête, quand on est correspondant étranger, on n'y est quasiment jamais confronté parce qu'on n'a pas ces infos-là. Les infos qui sont soumises à la censure militaire en Israël sont tellement précises. C'est souvent des infos déterrées par des Israéliens. Voilà, moi, j'ai jamais envoyé un seul de mes articles à la censure militaire. J'aurais peut-être dû. Je sais que j'avais un collègue qui l'avait fait. Oui. Et finalement, il avait laissé des trucs. Ouais. Pour être honnête, on le sait. Quand on a un truc vraiment chaud qui mérite, ou qui pourrait avoir ça, on le fait. Par ailleurs, aussi, ça, il faut le souligner, il y a un double jeu très israélien là-dessus. C'est que, oui, il y a une censure militaire, mais de l'autre côté, quand l'armée veut faire passer des messages soi-disant top secret, ils appellent eux-mêmes des journaux étrangers, notamment le New York Times, les journaux anglo-saxons, qui publient l'info, et ensuite les médias israéliens disent selon une source étrangère, alors que ça vient d'eux. Mais ça, c'est un truc très courant, qui arrive très souvent. Par exemple, Israël bombarde très régulièrement la Syrie, il bombarde des positions souvent du Hezbollah ou de forces iraniennes en Syrie, et ils veulent le revendiquer sans le revendiquer. Donc, au lieu de le revendiquer par un communiqué de presse, ils appellent le New York Times. Le New York Times fait un article et ensuite, la télé en parle. Selon les journaux étrangers, Israël aurait bombardé. Enfin, personne n'est dupe. Mais, et ensuite, il y a un autre truc qui est très israélien. Ils ont la censure militaire. Ils ont un autre truc qui n'existe pas en France, qui est... alors, je ne connais pas le terme en français, je le connais qu'en anglais. C'est le gag order, qui est l'interdiction de publier. Et par exemple, ça, c'est souvent quand il y a eu un mort, par exemple un attentat, ou qu'il y a eu un assassinat, ou ça peut être aussi une bavure de la police. Pendant 24 heures, il y a une interdiction de publier les noms. Donc, des fois, on a les noms. Et des victimes, les noms des perpétrés, par exemple, quand c'est l'armée, par exemple, quelle brigade ou quoi que ce soit. Et ça, souvent, ça dure 24 heures, des fois 48 heures, des fois plus. C'est l'interdiction de publier les noms. Et ça, moi, je l'ai toujours respecté parce que je trouvais que c'était des emmerdes pour pas grand-chose de ne pas s'y plier. Mais c'est vrai que c'est un truc assez unique, quoi. En France, ça n'existe pas, par exemple. On laisse les médias leur responsabilité de publier les noms des victimes ou le nom des suspects. Là-bas, ils mettent ça directement, c'est annoncé clairement. Et donc, ça fait partie de l'écosystème assez particulier israélien. Parce que de mon époque, on était obligé de passer par la censure. On ne pouvait rien diffuser sans avoir l'aval de la censure. Ouais, ça a changé. Je pense que maintenant, ils savent ce qu'on va diffuser avant qu'on diffuse. Donc, ils nous appelleraient s'ils avaient un truc. Non, mais non, moi, j'ai jamais envoyé un de mes papiers à la censure militaire, en tout cas. Mais je sais, moi, c'était marrant d'ailleurs. Il en a fait un article, vous pouvez le chercher. Piotr Smolar avait fait le test. Il avait envoyé son papier à la censure militaire pour voir si ça marchait toujours. Et le mec lui avait laissé passer. Il était un peu déçu d'ailleurs qu'il n'avait pas eu de commentaires. Mais voilà, je pense que c'est vraiment un truc plutôt pour les locaux, ça. La censure militaire, c'est plus une vraie question pour les journalistes israéliens. Et comment voit la population israélienne, qu'est-ce qu'ils pensent du mur? On parlait de Trump avec son mur. Oui. Qu'est-ce que les Israéliens pensent du mur qu'il y a en Israël? Ça ne fait aucun débat, le mur. À part évidemment chez une minorité d'activistes
qualifié là-bas d'extrême gauche, le mur ne fait aucun débat en Israël. Et je dirais même que le mur, pour les Israéliens, l'Israélien moyen, entre guillemets, a apporté une sorte de tranquillité d'esprit. C'est-à-dire qu'on ne voit plus les Palestiniens, ils sont de l'autre côté du mur. D'accord. Ceux qui passent le mur, c'est les ouvriers. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même, ça c'est un truc, quand je disais qu'il n'y a qu'une seule réalité territoriale, c'est qu'il y a 120 000 Palestiniens qui, tous les jours, traversent le mur pour venir travailler en Israël, dans les hôpitaux, dans les usines, dans les laveries, dans les champs, dans les chantiers. Et par exemple, moi, j'habitais à Tel Aviv, à Jaffa. Il y avait des travaux partout autour de moi parce que c'est un quartier qui est en train de se gentrifier. Et dans tous les chantiers, surtout les échafaudages, ça parlait arabe. Et ça parlait l'arabe de Jénine, quoi, l'arabe de Naplouse. C'était des mecs qui étaient venus en camionnette le matin même à 4 h du mat, quoi. Donc oui, le mur n'est absolument pas remis en question. Absolument. Et au contraire, c'est vraiment un truc qui est resté inscrit dans les têtes. Et c'est étonnant d'ailleurs parce qu'en fait, aujourd'hui, comme je disais, le territoire n'a jamais été aussi facile d'accès. Enfin, je veux dire, les colons peuvent vivre dans les colonies et travailler à Jérusalem ou à Tel Aviv sans aucune sorte de problème. Enfin, c'est très fluide. Passer les checkpoints est devenu très fluide pour les juifs israéliens. Hein. C'est beaucoup moins fluide, évidemment, pour les Palestiniens ou les Arabes. Mais de l'autre côté, ce mur a marqué une frontière qui pourrait être utilisée pour une frontière finale, mais en même temps, c'est une frontière qui ne sert que pour repousser une réalité, tout en même temps permettant un contrôle plus vaste sur la Cisjordanie. C'est ça qui est quand même très presque paradoxal. C'est-à-dire qu'on a marqué une ligne, mais cette ligne a permis d'effacer les différences entre les deux territoires. Dans le sens qu'aujourd'hui, vraiment, psychologiquement, pendant longtemps, il y avait beaucoup d'Israéliens qui avaient peur d'aller en Cisjordanie. Aujourd'hui, les colons n'ont pas peur, quoi. Ne se sentent pas la plupart ne se sentent pas en danger quand ils vont en Cisjordanie, à part ceux qui vivent dans ce qu'on appelle les avant-postes, qui sont des colonies justement naissantes. C'est souvent quelques caravanes qui sont mises sur des collines un petit peu névralgiques pour grignoter du territoire. Eux, oui, ils sont dans une stratégie de tension et il y a des frictions. Mais après, aujourd'hui, quand on voit, il y a une colonie, j'ai fait un long reportage là-dessus, il y a une colonie qui s'appelle Ariel, qui est vraiment en plein milieu de la Cisjordanie. C'est Ariel, je ne veux pas dire de bêtises, je crois que c'est 30 000 habitants aujourd'hui. Et ils espèrent arriver à 50-60 000 très rapidement. Il y a une fac, il y a des bars, il y a des supermarchés, il y a des maisons avec piscine, il y a tout ce que vous voulez. Il y a même une autoroute qui va direct de là-bas et qui va vers Tel Aviv. Donc on peut y être en 40 minutes. Et ça, c'est de l'autre côté du mur, en plein milieu de la Cisjordanie. Donc c'est quand même un développement de la colonisation qui est assez inouï et que je pense on se rend peu compte avant d'y être, quoi. Pour le moment, tous les postes sont gelés. On a encore un correspondant permanent à Bruxelles que vous connaissez sans doute qui s'appelle Jean Quatremer. On a une correspondante aux États-Unis, pardon. Mais effectivement, les autres postes, là, on fait plutôt revenir les gens. Parce que voilà, la stratégie du journal est pour le moment est de faire des économies là-dessus et en revanche d'investir sur voilà, l'actualité nationale. Moi, là, c'est encore en train de s'installer, mais je vais être amené à rejoindre une espèce de pôle enquête grand reportage France, où l'idée, ce sera, comme tu l'as dit avec l'histoire de mon gourou, de raconter des personnalités qui sont dans l'actualité ou de raconter des territoires qui sont dans l'actualité. Donc, j'espère peut-être un de ces quatre venir à Lyon à l'occasion. Et donc, voilà, d'un petit peu se déparisianiser et de raconter un petit peu au long, parce que c'est ça l'idée aussi, au long et en profondeur, ce qui se passe un petit peu partout en France, quoi. Avec l'idée que c'est une espèce de couverture qui va monter en puissance avec la présidentielle, évidemment. Donc voilà, c'est mon poste à venir, c'est ça, quoi. C'est reporter France, mais avec un focus sur les grands formats.
Ouais, ben, je pense que ça l'a été. C'est marrant parce que j'ai eu cette discussion il n'y a pas longtemps avec un collègue. Parce que là, justement, le reportage que j'ai fait, c'était dans les Pyrénées, c'était un petit peu dans la Pampa, à côté de Perpignan. Moi-même, je suis de Carcassonne, hein, je ne suis pas un Parisien d'origine, donc je connais quand même un peu ce que c'est que de vivre en province, comme on dit, entre guillemets. Mais du coup, j'ai fait une petite description, voilà, du coin, quoi, de cet endroit des Pyrénées. J'ai appelé ça un peu le triangle des Bermudes de l'ésotérisme. Voilà, j'ai fait des descriptions un peu punchy, entre guillemets. Et j'ai un collègue qui me dit, tu ne trouves pas, ça fait un peu parisien, voilà, qui généralise, qui résume. Je dis, ouais, mais je faisais la même chose quand j'étais en Israël. Et je dis, moi, je trouve que pour décrire un lieu, il faut le décrire avec de la couleur, et il faut le décrire aussi comme si on était un parachutiste, quoi, qui venait de débarquer et qui raconte tout ce qu'il voit et qui ne prend pas les choses comme étant normales, entre guillemets. Et donc, je pense que ça, c'est ce que m'a donné mon expérience de correspondant, c'est que j'ai vraiment envie de décrire la France, que ce soit Paris, que ce soit la banlieue parisienne ou n'importe quelle autre banlieue, que ce soit un territoire rural, et le décrire avec les mêmes mots que je pouvais décrire pour raconter un village bédouin, quoi. C'est-à-dire le décrire en le racontant à quelqu'un qui ne sait pas à quoi ça ressemble. Et ça, je pense que c'est une méthodologie que j'ai appris là-bas et que je vais essayer d'appliquer ici. Que des choses qui nous paraissent pour acquises, pour évidentes, ne le sont pas toujours et qu'elles sont bonnes à être réécrites ou répétées, quoi. Je dirais que la presse israélienne, en fait, déjà, il faut le dire, elle est vraiment de très très bonne qualité. Quand même, globalement. Mais elle est assez anglo-saxonne dans son esprit. C'est-à-dire que là-bas, c'est pas trop des questions de plumes. C'est vraiment, ils sont très hargneux sur l'investigation, ils sont très dans les tribunes d'opinion. Haaretz, c'est un journal extrêmement engagé. Donc, c'est pas du tout le modèle de la presse française que nous, on connaît, quoi. En Israël, il y a quand même une vraie pluralité politique, hein, dans les médias, il faut quand même le souligner. Donc ça, c'est vrai que pour un journaliste, c'est un trésor. Et par ailleurs aussi, ce que je disais, pourquoi c'est pas nécessaire de parler hébreu en Israël, c'est parce que comme il y a quand même toujours, avec le phénomène de l'Alia, une grande proportion des Israéliens qui parlent mal les... Il y a une anglophone riche là-bas. Et donc quand on parle anglais, on a au moins, je ne dis pas de bêtises, on a 4 quotidiens qui reflètent tout le spectre politique en anglais tous les jours, qui diffusent de l'information de manière abondante. Donc, on a cette ressource-là.